Voilà, bon, je commence très intime, comme Martineau vient de dire. Mais voilà, je crois que l'histoire n'est pas exactement en tête des intérêts d'aujourd'hui. C'est pas exactement une bonne nouvelle, mais de toute façon, nous sommes là pour résister. Bon, je vais présenter aujourd'hui cette communication. Le titre, c'est La civilisation occidentale et l'utilisation du passé dans l'histoire publique. Comment décoloniser les études classiques à l'école? Voilà, bonjour tout le monde. Je me présente d'abord. Je m'appelle Guilherme Meurbeck. Je suis professeur associé de théorie et enseignement d'histoire à l'Université d'État de Rio de Janeiro, évidemment au Brésil. Et actuellement, je suis en congé sabbatique pour un postdoctorat à l'UQTR sous la supervision de mon cher collègue Anderson Araújo Oliveira, avec qui j'ai mis en œuvre une étroite collaboration depuis 2020. Avant de commencer effectivement ma communication, je tiens à remercier à l'AFAPERJ, c'est l'agence de financement de la recherche de l'État de Rio de Janeiro, et à l'OERJ, évidemment, mon université, pour les bourses de recherche qui m'ont été accordées. Les supporters, on doit toujours me souvenir. Évidemment, je voudrais également remercier à l'UQTR et aussi au CRIFP pour tous les soutiens apportés au développement de ce travail. Voilà, cette communication vise surtout à soulever des questions théoriques et philosophiques à partir de l'étude d'un cas brésilien qui sera bientôt présenté, mais je commence par une simple question que je vous présente ici. Comment les communautés d'historiens et d'enseignants en sciences humaines peuvent-elles faire face aux sites web qui diffusent largement des récits historiques biaisés? Bon, de cette manière, cette communication envisage la relation entre l'enseignement de l'histoire à l'école et les débats publics de l'histoire publique, évidemment, si vous voulez, sur des sujets sensibles et controversés, ce qui implique différentes interprétations des processus d'appropriation et de critique de la notion de civilisation occidentale. Je vous invite à un point de départ avec moi ici. Voilà, c'est un point de départ, c'est aussi une manière d'envisager mon problème, ma question, mon sujet. C'est dire que l'histoire ancienne sera d'autant plus importante pour la société qu'elle dialogue et problématise les enjeux du monde contemporain. Voilà, ça revient à faire ce que Paulo Freire préconisait il y a quelques décennies, évidemment, comme une éducation de type socio-constructiviste. C'est-à-dire, dans ces cas, rendre l'histoire ancienne significative et transformatrice, contrairement à ce qu'il a nommé comme d'apprentissage bancaire. Avec raison, Freire lui-même soulignait dans son œuvre de 1967, voilà, parmi nous, répétons-le, l'éducation devrait être avant tout une tentative constante de changement d'attitude. Décolonisation. À ces propos, nous tenons tout d'abord à vous mettre en garde. Décoloniser ne consiste pas à prendre un médicament les matins contre les préjugés culturels enracinés, non conscients, que nous parfois reproduisions comme un habitus à la manière de Pierre Bourdieu. À notre avis, décoloniser signifie jeter un regard critique, neuf, sur les présupposés qui animent notre vision du monde et nos relations culturelles. Les défis et détails, parce que une pédagogie décoloniale est un, disons, work in progress. Et décoloniser l'histoire ancienne représente également un autre défi, que ce soit pour les historiens ou pour les éducateurs. C'est un domaine de recherche en cours de développement. Quoi qu'il en soit, mes chers amis, décoloniser, à mon avis, est surtout une action, une pratique. Bref, enseigner l'histoire ancienne ne doit pas se résumer à collectionner un inventaire de différences, même si cela est déjà intéressant. Mais l'histoire ancienne doit être un moteur pour la formation d'une citoyenneté active et critique.
Je passe donc à parler d'un autre sujet tellement intéressant pour nous ici. Ça veut dire le thème sensible et controversé. Écoutez, récemment, vous le savez bien, le premier ministre d'Israël, M. Benjamin Netanyahou, lors d'une interview à NBC News, justifiant l'invasion de la bande de Gaza par l'armée de son pays, a évoqué la vieille dichotomie entre les peuples civilisés et la barbarie. Selon lui, je le cite, nous ne nous battons pas seulement pour notre guerre, nous nous battons pour la guerre de tous les pays civilisés et de tous les peuples civilisés. Voilà, ce sujet, j'imagine que vous êtes d'accord avec moi, est absolument sensible. Et il peut devenir encore plus dérangeant selon la manière dont il est abordé et les publics auxquels il est destiné. La relation entre les thèmes sensibles, controversés et l'enseignement d'histoire peut être bien résumée par une question soulevée dans un livre récemment publié au Canada, plus particulièrement ici au Québec. Voilà, je les cite. Comment, c'est là, cet extrait-là. Comment enseigner l'histoire sans heurter, sans blesser? Comment aborder en classe des questions difficiles relevant de l'histoire des thèmes sensibles comme l'esclavage, le racisme, le nationalisme québécois, les pensionnats autochtones, le sexisme, etc. Voilà, si ces thèmes sont sensibles pour les peuples canadiens, et je dirais en particulier celui du Québec, quels seraient-ce particulièrement difficiles à la réalité brésilienne, aux États-Unis, au Maroc, ainsi de suite. Voilà, ces thèmes de type culturel, social et historique deviennent controversés lorsque leur développement touche les sensibilités humaines. C'est le phénomène du temps présent, car il se réfère à un passé, je dirais, entre guillemets, paradoxalement encore présent. En réalité, ce sont des expériences qui relient le présent au passé, mais aussi au futur, comme un projet de société. Dans la subtilité des opérations de la conscience historique, comme nous faire souvenir à plusieurs reprises les didacticiens de l'histoire, Jörn Riesen. Et voilà, je vous montre ici un concept que je trouve utile pour envisager ces questions, c'est que Hayden White a appelé comme passé pratique, the practical past. Le passé pratique, selon Hayden White, est formé par toutes ces mémoires, illusions, morceaux d'informations vagues, attitudes et valeurs que l'individu ou les groupes évoquent de la meilleure façon qu'ils peuvent pour justifier, valoriser, excuser, limiter ou plaider en faveur des actions à prendre dans les jugements d'un projet de vie. Et donc, l'enseignement de l'histoire peut être décisif pour que la personne puisse se rapporter à la complexité du temps culturel, ce qui change en termes de jugement, des valeurs éthico-morales avec les passages du temps. La compréhension de certains concepts clés de la pensée historique apporte une perspective qui démystifie dans la mesure où elle complexifie. Autrement dit, il est peu probable qu'il y ait deux réponses simples à des questions complexes. La compréhension de l'histoire est importante dans la mesure où, et je cite maintenant Antoine Proust, voilà, je crois que c'est ça, oui, c'est correct. Elle va et vient entre le présent, où ces questions ont des racines, et un passé à échelle multiple, où elle cherche ses réponses. Mais pour prendre tout ça en question, je passe à une autre question, un autre problème qui est tellement troublé, ça veut dire les processus civilisateurs. Et je vous dis, mes chers amis, qu'en 1771, plus précisément, le terme civilisé apparaît déjà dans un dictionnaire, le dictionnaire universel Trivou. Et là-bas, il disait, qu'est-ce que c'est civiliser? Civilisation, c'est civiliser, rendre civil et poli, traitable, sociable. Cette notion est fortement associée à l'idée de politesse.
En portugais, polidez, quelque chose de propre, qui brille, courtois, bien éduqué. Une connexion étymologique incontestable. Notons que politesse, voilà, politesse en grec ancien signifie citoyen. Cette idée est également associée à des attributs civilisationnels tels que l'urbanité, encore une fois, en latin urbs, qui se réfère au tissu urbain des villes, mais ou aussi à ville elle-même. Comme disait la phrase célèbre pour la Rome, c'est urbi et orbi. Ce ne peut être pas une simple coïncidence que l'aristocratie la plus développée en Europe ait été la française. Et qu'à partir du XVIe siècle, c'est celle qui allait plus méditer sur les concepts des civilisations, et nous insistons sur les connexions étymologiques. Civis égale à civil en portugais, civil en français, voilà, civis en latin, ça veut dire citoyen aussi. Tout comme la société des cours s'est répandue dans l'Europe absolutiste, comme l'a bien montré Norbert Elias, l'idéal civilisationnel s'est propagé dans les mondes colonisés sous une forme de colonisation du savoir, comme de véritables vases communicants. J'utilise ici le terme d'Elias. La colonisation du savoir est également celle qui contrôle les corps, à partir des codes de conduite et des postures strictes apprises dès l'école. C'est-à-dire, je les cite Dominique Julia, c'est un théâtre qui développe une représentation corporelle qui constitue un apprentissage du bien-être et des bonnes manières, une préparation à la société des cours. L'histoire, en tant que discipline, naît entre le XVIIIe et XIXe siècle, entrelacée avec les études classiques. Pour comprendre ces processus civilisationnels, c'est important, nous renvoie inéluctablement au mot d'Edgar Allan Poe. Voilà. Oui, il faut se souvenir. Thy naiades have brought me home to the glory that was Greece and the grandeur that was Rome. Tes rêves de naïades m'ont ramené à la maison pour la gloire qui était la Grèce et la grandeur qui était Rome. Des nymphes aquatiques qui vivent dans les eaux douces, en particulier les rivières, les sources, les fontaines, ont lui ramené, c'est-à-dire le personnage du poème, chez lui. Et cependant, cette maison est constituée d'un passé immémorial, inoubliable, une histoire à devenir forcément la histoire de toute l'Europe, et je disais sinon d'ailleurs. Au fil du XIXe siècle, l'Europe, avec une précieuse aide des historiens et des classicistes, a façonné son histoire, son récit, la narration de son passé, envisageant son avenir. Et je passe donc à faire envisager ici la partie de l'histoire publique que je voudrais vous montrer. Donc, ça veut dire la relation entre les passés, les présents et la civilisation du Brésil parallèle. Bon, l'article du Brésil parallèle, et bon, si vous voulez trouver quelque chose en français de pareil, ce Terre et Peuple, un site internet très connu et aussi qui est fait de révisionnisme historique tellement dangereuse. Et donc, de toute façon, je continue. L'article du site Brésil parallèle départ d'une discussion concernant l'existence des trois piliers culturels dans l'Occident, à savoir la philosophie grecque, le droit romain et le christianisme. Et en premier lieu, je m'excuse pour la petite taille ici, des mouches qui volent. Bon, voilà. En premier lieu, il envisage la philosophie grecque. Je commence. Dans la pensée ancienne, il n'existait pas la notion d'individu. Le monde était évalué à travers le prisme des peuples, des nations. Les éléments de la nature étaient des dieux avec leur propre volonté, sous les calculs arbitraires et secrets desquels les gens étaient pris au piège.
Les mortels devaient simplement accepter la volonté d'Olympe, subissant des terribles conséquences s'ils agissaient différemment. Comme dans les cas de Prométhée, voilà, les mortels et après ça Prométhée, c'est tout mélangé là. Au mieux, ils pouvaient négocier avec les dieux et recevoir quelques bénédictions, mais toujours selon leur volonté, souvent malveillante. Un autre exemple fort de cette pensée présocratique, voilà, c'est incroyable, mais on continue, de cette pensée présocratique et de la civilisation aztèque. Ainsi, ils faisaient la guerre aux tribus voisines, les prenaient en captivité et les utilisaient comme sacrifice, leur arrachant le cœur alors qu'ils étaient encore vivants. À titre de remarque théorique, l'article du Brésil parallèle en portugais, est basé sur le conservatisme libertarien, libertarian conservatism. Il s'agit d'une idéologie politique dont les idées préconisent. Voilà, première, que les ressources naturelles, ça veut dire l'air, terre, l'eau, etc., peuvent être appropriées par la première personne qui les découvre, mélange son travail avec eux ou simplement les revendique. Deuxièmement, l'importance de l'éducation à domicile, le homeschooling. Troisièmement, la centralité des libertés individuelles et des principes moraux, disons, traditionnels. Revenant au texte du Brésil parallèle, l'idée des nations est évoquée à plusieurs reprises, dans les modernes et dans les sens modernes, et sans éviter les anachronismes évidents. Les dieux du panthéon grec sont nommés comme des forces maléfiques pour créer un contraste ultérieur et affirmer la prééminence du Dieu, avec deux majuscules, unique et vrai, qui est la synthèse de l'amour pour les hommes, les dieux évidemment chrétiens. La tendance la plus grossière de la vision de l'autre se montre dans l'affirmation sur les Aztèques. L'imaginaire de la culture pop des films de Hollywood a contribué à ces desservices, créant des dichotomies civilisationnelles flagrantes et simplistes, comme on peut voir par exemple dans l'Indiana Jones et les Temples maudits, un film de 1984. La partie consacrée aux idées de Socrate occupe une place importante dans les textes du Brésil parallèle, faisant même référence au texte platonicien de la République. Selon l'article, voilà, bien qu'il ait commencé ses réflexions à travers de la politique, son focus, celui de Socrate, était l'âme humaine. Pour lui, chaque être humain est en quête du bien, le bien suprême qui est au-delà de ce monde. Voilà. Le texte du Brésil parallèle opère à partir d'aphorismes qui se prétend auto-évident, en abordant l'une des thématiques les plus chères au monde spirituel, celle de l'âme. D'un point de vue de l'esthétique de la réception, cette stratégie conduit le lecteur à se sentir familier avec l'interprétation de Platon, comme si Socrate avait dit tout cela la semaine dernière, et non dans un monde longtemps, dans un pays étranger, dans une langue dont les structures est bien éloignée de la nôtre et d'aujourd'hui, évidemment, et en comptant de plus de 2000 ans de distance. Il s'agit donc d'une interprétation profondément présentiste, d'abord parce qu'elle crée un faux fil de continuité entre les passés et les présents, au moins qu'il n'existe pas cette manière, et deuxièmement, parce qu'elle projette les présents dans les passés, faisant en sorte que ces dernières disparaissent dans les idéologies qui les façonnent. La dernière partie que je vais vous montrer, si j'ai des temps encore, qui c'est la question centrale ici, c'est de présenter le christianisme comme le pilier central de toute l'évolution de la civilisation occidentale. Donc, je cite l'article, « La violence et les vices prédominaient dans tout l'Empire romain. Les assassinats politiques, les trahisons, l'esclavage étaient courants dans cette culture.
C'est à cette époque qu'un homme s'est déclaré Dieu et appelé à tout le monde à vivre dans une vie d'amour, Jésus-Christ évidemment. Le christianisme s'est répandu dans tout l'Empire et au-delà. La nouvelle culture apportée par l'Église catholique a résolu les problèmes romains. C'est comme ça? Oui, je sais. Calme-toi. Je vais arriver à la fin. Avant tout le monde mourir ici. L'esclavage a progressivement disparu jusqu'à disparaître au Moyen Âge. Le pouvoir de la vie et des morts du père des familles sur le sien a pris fin. Voilà, une simplification sans fin aussi. À ce moment-là, toutes les vies ont commencé à être considérées comme précieuses, même celles des esclaves. C'est paradoxal, mais ça, toutes les vies précieuses, même celles d'esclaves. Donc, l'esclavage continue. Bon, voilà, on continue. Je me perds ça, cet test fait ça avec moi. Les femmes ont acquis, voilà, c'est délirant ça. Oui, voilà. Je vais partir à ma conclusion. Les femmes ont acquis la même valeur que les hommes, ce qui n'était pas affirmé par les païens. La culture occidentale a apporté des réalisations humaines jamais vues dans l'histoire. La différence entre la culture orientale et occidentale réside, écoutez bien, la vision du monde de chaque hémisphère. Dans la culture orientale prédomine la philosophie et religion panthéiste et gnostique. Oui, c'est ça. La culture occidentale est basée sur la raison et la réalité en soi. Oui, je vais. C'est pour cette raison qu'il n'existe pas de sciences, écoutez, n'existe pas de sciences en dehors de l'Occident. Les découvertes techniques les plus importantes, telles que les voitures, les avions et la technologie électrique, ont toutes été exportées de l'Occident vers l'Orient. Je crois qu'il n'y a pas besoin de commenter tous les textes là, mais je parte à ma conclusion, merci. Il convient de souligner que le révisionnisme et le négationnisme de la science historique peuvent fonctionner comme les recto et les verso d'une même pièce de monnaie, répandant des distorsions de toutes sortes, basées sur les idées politiques très dangereuses. Les domaines de l'histoire publique, en tant que flux social de la pensée historique, ouvert à des millions de personnes, qu'elles connaissent ou non la langue dans laquelle est écrite les textes, parce que les mécanismes de traduction automatiques sont de plus en plus rapides et précis, ils peuvent permettre à un texte comme celui du Brésil parallèle atteindre un nombre énorme de personnes dans le monde, alimente un réseau de désinformation internationale. Selon les sites SimilarWeb, Brésil parallèle a eu le mois dernier 2,9 millions visites. Va regarder mon propre chaîne YouTube, tu verras que c'est la différence. Vous verrez que la différence est marquante. Je termine. Une phrase importante de Pierre Vidal-Naquet, ici pour terminer. Il a écrit un livre célèbre et tellement important, encore aujourd'hui pour tout le monde, qui s'appelle « Les accessions de la mémoire ». Est-il pour nous très important? Voilà, je vous cite, ce qui est en jeu n'est pas la vérité, ni en totum, ni en soi, mais comme les souligne, la prise de conscience de la vérité. C'est la prise de conscience de la vérité. Et c'est pour cette raison que l'histoire et les enseignants et tous les éducateurs doivent essayer de décoloniser l'histoire. Et comment faire ça? Je termine. Si l'homophobie est une tension sociale actuelle, parlons-en dans l'Antiquité. Si les autoritarismes nous posent des problèmes, que peuvent-ils nous apprendre par l'étude d'autrefois? Si les inégalités économiques sont une préoccupation constante, que signifiait être riche ou pauvre dans les mondes anciens? Et si l'environnement, la violence, les racismes sont des questions centrales aujourd'hui, comment peuvent-elles être vues à différents moments de l'histoire ancienne? C'est ça, je vous remercie, je m'excuse en même temps pour ça. Merci beaucoup. Merci à vous.